Oui, pendant que vous... donc je suis Emmanuelle Perrin, je travaille actuellement au laboratoire Archéorient à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon. Et voilà, ça y est, on a trouvé notre écran, on va pouvoir commencer. Et Philippe Chassigné, je vous laisse vous présenter aussi. Bonjour, Philippe Chassigné, donc je travaille avec Emmanuel sur le projet BBM participatif. Donc Emmanuel va présenter la première partie. La seule chose, on est désolé, on n'arrive pas à vous mettre en route le PowerPoint. Et si est-ce que vous pouvez dire quelle image vous voyez sur l'écran? Non, on a une image, enfin moi en tout cas, alors je me retourne vers mes autres co-animatrices, on a une image un peu dégradée. Je vous invite à arrêter le partage. Faites Voilà, cliquer sur arrêter le partage on n'arrive pas et puis de le relancer à partir du PowerPoint. Et si jamais ça ne marche pas par PowerPoint, vous pouvez nous l'envoyer ou parfois l'extraire en mode PDF, ça marche plus facilement. Voilà. Très bien, c'est parfait, merci. On va le mettre en grand. Voilà, c'est bien comme ça? C'est impeccable. Voilà, on est désolé. Non, on vous écoute, c'est parti. Merci. Donc, je reprends depuis le début. Bonjour à toutes et à tous et surtout à l'équipe du projet BBM qui nous écoute et dont le retour d'expérience a largement contribué à alimenter cette présentation. J'espère que donc là, tout va bien. Vous avez le partage d'écran, l'audio, tout va bien? Très bien, allez-y. Et nous remercions aussi le réseau Participac de son invitation à ce webinaire pour présenter l'animation virtuelle du projet participatif Bulio, Bibract et moi durant la période de confinement. Donc, le projet Bulio, Bibract et moi vise la transcription collaborative et l'édition numérique des carnets de fouilles manuscrits de Jacques-Gabriel Bulio, qui est l'un des principaux archéologues à avoir fouillé le site de Bibract sur le mont Beuvray pendant une trentaine d'années, entre 1867 et 1895. Et ce projet est lauréat de l'appel 2019 Service numérique innovant du ministère de la Culture. Et il rassemble donc le laboratoire Archéorient de Lyon, Bibract EPCC, le musée des Beaux-Arts et d'archéologie Joseph Deschlèves de Roanne et la Société éduenne des lettres, sciences et arts de la ville d'Autun. Le site de Bibract est une ville fortifiée fondée à la fin du IIe siècle avant notre ère sur le mont Beuvray. Elle est ceinturée de 2 lignes de remparts, l'une de 7 km que vous voyez en vert sur la carte et l'autre de 5 qui est plus récente, qui a été construite vers -90. Elle fut la capitale des Éduins durant un siècle avant d'être délaissée au profit d'Autun. Et pour la gloire de cette ville, après sa victoire à Alésia en -52, Jules César s'y installa quelques mois pour achever de rédiger la guerre des Gaules. Et sur la photo du haut, donc là, vous avez le mont Beuvray, dans le creux, le musée, et ici, le centre de recherche, donc les 3 centres de Bibract. Donc, pour vous décrire la situation qui existait avant le confinement, on avait une équipe de transcription qui était constituée depuis 4 mois. Elle est composée d'une dizaine de personnes. Il y a eu 3 ateliers de formation en septembre et novembre 2019 et en janvier 2020. La méthode de travail est mise en place en ce qui concerne la gestion des transcriptions avec la distribution des lots à transcrire et l'organisation de leur relecture et les outils de communication. Donc, on utilise la messagerie instantanée Slack, une Dropbox pour les documents partagés et un carnet de recherche hypothèse pour mettre à disposition des documents utiles à la transcription comme des ressources paléographiques, les imprimés de Bulio, des tutoriels sur l'usage de nos outils, mais aussi pour valoriser le travail de l'équipe de transcription du projet en publiant certains de leurs travaux et notamment des extraits de transcription, des bonnes pages ou des extraits thématiques.
Juste avant le confinement aussi, nous avions planifié 3 ateliers, donc un fin mars à Autun, un mi-mai à Alésia dans le cadre de la Nuit des musées et un 3e mi-juin au musée de Bibracte pour les Journées européennes de l'archéologie. Et ces 2 derniers ateliers avaient notamment pour objectif de recruter de nouveaux participants et ils ont tous été bien sûr annulés. Nous travaillons déjà en distanciel car nous utilisons Transcribus, qui est une plateforme web de transcription automatique de textes manuscrits, qui est développée par l'université d'Innsbruck en Autriche. Et un moteur de reconnaissance de textes manuscrits donc, doit être préparé avec des données d'apprentissage obtenues par la transcription manuelle d'une centaine de pages au minimum. Et nous avons souhaité maintenir l'atelier prévu le 26 mars 2020 en l'organisant de manière virtuelle parce qu'il s'agissait d'une étape très importante dans le déroulement du projet avec le lancement du moteur de transcription automatique qui avait été préparé par la transcription des 3 premiers carnets manuscrits de Bullio. Donc, l'une des premières conséquences de l'animation de ce projet en temps de confinement a été une implication et un temps de préparation plus important pour les animateurs, avec la création de nombreux supports numériques. Donc, vous avez quelques extraits sur l'image, avec donc un tutoriel pour l'utilisation du moteur, un document sur les éditions scientifiques et tout ce qui concerne les annotations notamment, et le compte-rendu de la conférence des utilisateurs de Transcribus qui a eu lieu en février dernier. Nous avons aussi proposé à l'équipe une méthode de travail pour le déchiffrage des mots difficiles à lire. Donc, c'est le fichier Excel que vous avez à l'écran. Et cette méthode n'était vraiment pas fonctionnelle en mode virtuel. Et je passe maintenant la parole à mon collègue Philippe Chassinier qui va présenter la nouvelle procédure que nous avons mise en place pour les ateliers virtuels suivants. Donc, pour adapter cette nouvelle méthode de travail, il a fallu qu'on révise notre fonctionnement et l'organisation autour des transcriptions. Donc, pour résumer, nous sommes passés de l'activité à gauche au niveau du visuel et de l'oralité au virtuel, c'est-à-dire un écran sur Slack où l'échange essentiellement se faisait par écrit, sachant que la mise en place d'outils virtuels à distance était assez complexe. Donc, on a choisi l'option de travailler par écrit. Il a fallu qu'on transfère nos activités que vous voyez en haut à gauche, essentiellement collaboratives, qui étaient basées sur un accompagnement à la fois individuel et collaboratif, à travers un écran virtuel. On s'est rendu compte que ce que l'on a perdu, c'est le contact et l'accompagnement individuel, dans le sens où avec les outils Internet, il est très difficile de prendre en aparté quelqu'un pour lui expliquer une incompréhension sur un fonctionnement, une installation de logiciel ou une particularité. Donc, en fin de compte, ce qui nous a bloqué sur le premier atelier, c'est qu'il fallait qu'on travaille d'une façon universelle sur des points précis. Donc, vous voyez à droite, on envoyait un fichier en surlignant donc les mots qui étaient difficiles à transcrire et on lançait une discussion avec le logiciel Slack et chacun donnait son avis pour trouver un consensus que l'on validait ou pas, et ainsi de suite. On a voulu aussi transférer au niveau virtuel ce que l'on faisait dans le réel, sachant que le seul fait de travailler n'était pas forcément dans le collaboratif la finalité. Alors, on a transféré la restauration. Ce sont des points qui sont importants à la fois pour la détente et les discussions informelles, aussi bien pour serrer les liens sociaux que pour discuter sur l'activité et le travail. On avait aussi, lors de nos ateliers, des moments de détente et de visite qui étaient organisés par Claire Depal, qui est chargée de médiation au centre de Bibracte. Donc, elle a basculé ces visites avec des visites virtuelles. Et on insiste sur ce point-là, c'est qu'on a affaire à du collaboratif et du participatif. Donc, c'est à la fois un travail aussi proche des scientifiques, mais c'est aussi une détente puisque c'est basé sur le bénévolat. Donc, pas forcément, en conclusion ou pour résumer les difficultés qu'on a rencontrées et ce que l'on a tiré, on s'est rendu compte que faire du télétravail ou travailler en présentiel apportait chacun leurs inconvénients et leurs avantages.
plutôt complémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode qui domine sur l'autre. Les points positifs du confinement, pour prendre le mot utilisé, c'est ça apportait une certaine disponibilité. Souvent, nos ateliers faisaient ce qu'on appelle un taux plein, dans le sens où le fait d'être chez soi ne nécessitait pas un déplacement, facilitait aussi l'aisance du travail, on se cocooning, on peut se faire un thé, un café, aussi installer, c'est une logistique un peu plus simple une fois qu'elle est mise en place, permettait aussi aux transcripteurs de faire plusieurs activités en même temps, puisque nous avons eu des professeurs qui faisaient des classes virtuelles, ils pouvaient assister pendant un quart d'heure, 10 minutes, ou revenir sur le tard dans le travail collaboratif, ou tout simplement quelqu'un qui avait un rendez-vous téléphonique pouvait s'absenter une demi-heure, revenir et reprendre la conversation et étudier la conversation là où elle était interrompue. L'autre avantage aussi de communiquer par Slack au niveau écrit, c'est qu'il n'y a pas d'ascendant ni de monopole de parole. Donc tout le monde peut donner son avis et la parole n'est pas monopolisée. Un des avantages qui a été soulevé dans l'intervention d'avant, c'est que ça apporte aussi une possibilité de beaucoup d'humour. On s'est énormément détendu tout en travaillant très sérieusement. C'est un élément qu'on ne retrouve pas forcément dans un atelier réel. Et donc, c'est un complément de lien social très fort qu'on a trouvé au niveau des points positifs. Les points négatifs, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la perte de l'accompagnement individualisé qu'il a fallu orienter vers le collectif, un recrutement impossible, du fait justement de ne pas pouvoir former les gens sur des ateliers réels, une formation assez complexe et difficile à mettre en place, donc il nous a fallu une surcharge de travail au niveau compte-rendu et tutoriel, et compliqué de gérer en virtuel l'installation et l'utilisation d'outils virtuels. Ce qui est un paradoxe, mais c'est vrai que ça a été un problème. En conclusion, nous avons pu nous réunir donc en atelier le 27 juin après le confinement et en discuter donc avec l'équipe de collaboration. On se rend compte que de toute façon, ce type d'activité nécessite un animateur, que ce soit en virtuel ou réel, mais encore plus fort en virtuel, puisqu'il faut beaucoup plus d'interactions écrites. Mais ce qu'on a tiré, c'est que tout le monde était absolument d'accord pour maintenir ces ateliers qu'on avait mis en place tous les 15 jours, qui dureraient environ 2-3 heures, de maintenir ces séances de travail collectif qui sont à la fois très stimulantes, très agréables, qui permettent justement, dans ces points positifs, de développer des éléments de contact qu'on ne retrouve pas dans un atelier réel, mais qu'il fallait toujours les intercaler d'ateliers présentiels, parce qu'il y a une interactivité qui, elle, n'existe pas. Donc, ce sont les points principaux que l'on a constatés. Et vous le voyez sur la photo, rien ne remplace quand même une rencontre réelle entre personnes et puis sur un écran. Voilà, je vous remercie. Écoutez, merci à vous pour cette présentation. Effectivement, on voit que bon, voilà, finalement, la créativité est née aussi sous contrainte et ça fait naître potentiellement des nouvelles approches, des nouvelles façons peut-être même d'envisager pour la suite. Si vous aviez rapidement aussi, parce qu'encore une fois, on a pris un petit peu de retard, mais une question, mais si vous aviez à relancer un nouveau programme comme ça de recherche participative, quel enseignement là tout de suite vous chercheriez tout de suite à remettre en œuvre dès à présent que vous tirez notamment de cette période de confinement? C'est la question. Ah oui, vous n'êtes pas préparé, c'est des vraies questions. On peut voir. On peut voir, voilà. Donc là, rapidement. Il me semble que le système des ateliers virtuels a bien fonctionné parce que l'équipe était déjà en place, qu'elle était déjà formée, qu'elle se connaissait déjà. La question, c'est que je ne sais pas si ça aurait aussi bien fonctionné si ça avait été au début du projet. Et ce que les participants ont souligné, c'est le plaisir qu'ils avaient eu justement à travailler en commun. Et c'est cette idée de mise en commun, donc là pour le déchiffrement des mots qui sont difficiles à lire, qu'on va essayer de maintenir dans ce projet, mais qu'on mettrait au centre d'un nouveau projet participatif si on devait en mener un autre. Et est-ce que vous avez remarqué, je reprends une question qui sont dans le chat, mais des questions de prise en main finalement des outils aussi par les participants autres que vous. Est-ce qu'on a vu une évolution finalement peut-être aussi même au fur et à mesure du confinement, au fur et à mesure que le numérique finalement était de plus en plus approprié ou pas?
Justement, la difficulté, c'est de se rendre compte que de faire des installations d'outils virtuels en virtuel, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Puisque l'informatique n'est pas forcément une science que tout le monde maîtrise. Alors peut-être que Oui, c'est bien, comme ça laisse suffisamment de place. C'est trop petit sinon. Ah oui, très bien. On a quelqu'un qui a pris la parole. Non, mais c'est bien, c'est bien. Comme ça, Pensez bien à éteindre vos micros pour celles et ceux. Et je pense que donc pour l'utilisation du moteur de transcription qu'on a donc lancé virtuellement le 26 mars, on avait fait un tutoriel et il y a eu quelques problèmes en fait d'utilisation pour ce moteur et je pense que ces problèmes auraient été moindres si on avait pu faire une séance en présentiel. Donc il me semble qu'il y a quand même une difficulté dans le virtuel à manier certains outils et que c'est mieux de démarrer avec les gens de manière plus individualisée. Oui, effectivement, on a une dernière question justement qui va un petit peu peut-être dans ce sens-là, mais pas que, qui dit, mais est-ce que finalement des personnes qui étaient déjà dans le projet avant se sont retrouvées exclues du projet à cause de ces questions du numérique? Ou est-ce que vous avez réussi à récupérer tout le monde? Alors, justement, ce qui est intéressant pendant. Alors là, parce qu'il y a confinement et télétravail, ce qui est deux choses différentes. Oui. Donc, nous, on travaille sur du participatif, du collaboratif, donc c'est du temps libre que les personnes donnent, ce qui fait que leur collaboration, ils l'intègrent dans leur temps de liberté. Et donc, il y a des gens qui travaillent, et, enfin, tout le monde est occupé, mais donc, ce qui fait qu'il y a des distanciations. C'est beaucoup plus élastique au niveau de la participation. Et ce qu'on s'est rendu compte pendant cette période-là, c'est qu'il y a eu des retours de personnes qui ont plus eu la possibilité de venir travailler. Alors, est-ce que c'est dû au confinement ou est-ce que c'est dû à la nouvelle méthode? Ça, on l'a pas tout à fait. Difficile d'analyser, d'accord. Mais par contre, à l'inverse, je dirais qu'on a failli aussi perdre, même comme il y a eu des interrogations, donc il y a eu un décrochage justement par rapport à ces difficultés de fait de se pas voir en réel. C'était un point qui était soulevé, c'est une nécessité. Ça enlève beaucoup de plaisir au collaboratif, au participatif. Et puis aussi certains, c'est sur l'installation des logiciels. Donc tout ça, c'est des activités mais je pense que c'est des personnes c'est le groupe de travail qui l'expliquerait bien mieux que nous, fait que ça a changé les relations et l'approche du travail. Nous, on travaille sur un projet qui est très compliqué, donc on ne peut pas le faire uniquement sur du virtuel, c'est pas possible. Il faudrait que ça soit adapté à une transcription plus simple, des outils plus simples. Mais par contre, il est clair qu'à l'issue du confinement, des points très positifs sont sortis, notamment sur le travail collaboratif, sur des questions bien précises, bien posées, bien orientées, des discussions, c'est très, très, très agréable. Ouais. Très bien, mais écoutez, merci pour ces différents retours. On a plein de sujets, on enregistre ces questions. De toute façon, on pourra aussi, si jamais vous voulez répondre à certaines des personnes par la suite qui ont répondu aux questions, vous pouvez répondre en direct. Vous avez la possibilité, je crois, en tant que conférencier, je l'espère, normalement, de pouvoir peut-être répondre en direct à certaines des questions qui se sont posées ici. Merci à tous pour cette présentation.